Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Et si nous repensions notre rapport au tourisme? Si on réfléchit bien, une activité touristique ne peut pas prospérer dans un environnement dégradé. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, en partant à la rencontre d'acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires, des leviers d'engagement qui sèment maintenant les graines de réflexion et d'action pour un tourisme positif. Je suis François Huet, ambassadeur du tourisme positif avec une expérience internationale animée par le développement d'un tourisme vertueux, guidé par le sens et l'expérience en lien avec son territoire. J'accompagne les acteurs du tourisme, mais pas que, dans l'évolution de leurs activités vers un tourisme positif. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Lionel Rabiet, directeur de voyage d'Exception, président des entreprises du voyage et d'Île-de-France. Ensemble, nous abordons le rôle que peuvent jouer les agences de voyage dans un tourisme en pleine évolution. Dans cette période où la notion de sens prend de plus en plus d'importance, de belles opportunités émergent pour qu'ils deviennent des acteurs essentiels en accentuant la conscience écologique. Les agences de voyage sont en contact direct avec le voyageur. De ce fait, imaginons une évolution de leur métier vers un rôle de sensibilisation, d'information et d'action en devenant des agents de la transition écologique auprès des acteurs du tourisme et des touristes, tout en retrouvant et redonnant du sens à leur métier. Alors sans plus attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme pour prendre le temps de réfléchir ensemble pour un tourisme positif. Bonne écoute! Bonjour Lionel. Il n'y a pas un petit jingle? Ah non, il n'y a pas de jingle, il n'y a pas de jingle. Le jingle, c'est là que Désolé. Non, désolé, on n'est pas live là. Hein. On n'est pas en direct sur la radio. Merde, mais j'attendais le jingle. Mais je le ferai la prochaine fois. Tu fasses tout, recommence. Ah, je le ferai la prochaine fois. C'est une bonne idée, taratata. Ok, super. Bonjour Lionel. Merci d'avoir accepté l'invitation au podcast Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre ton point de vue par rapport au tourisme et à l'évolution du tourisme. Et j'adore la force de ce podcast, c'est que en interviewant des personnes, on rencontre des personnes qui te disent « Tiens, tu devrais rencontrer telle et telle personne ». Et Marie Alantas m'a dit, écoute, je devrais te mettre en contact avec Lionel parce que je pense que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Et voilà, et on est là tous les deux, c'est super. Donc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonjour François et merci à Marie alors de m'avoir mis en contact avec toi. Je suis ravi d'être là pour ce podcast aujourd'hui. Tu peux nous dire quelle est ton activité, qui tu es, ce que tu fais? Je sais que tu es un monsieur avec plusieurs casquettes, donc vas-y... dis-nous un peu comment sont remplies tes journées. Bon, elles sont bien remplies. En fait, je suis le fondateur et le dirigeant d'un tour opérateur qui s'appelle Voyage d'Exception, donc que j'ai créé fin 2012 après une carrière dans les médias au Figaro notamment. Alors au départ, c'était une société de conseil et puis on est devenu agence de voyage en 2016. Et notre spécialité en fait est d'organiser des croisières avec conférenciers francophones un peu partout dans le monde. Alors on se distingue par des conférenciers qui sont de grand renom. On a eu Stéphane Bern par exemple, Jean-François Kahn, on a même eu Roselyne Bachelot sur nos croisières. Et puis on a à peu près une cinquantaine de départs, dont on va dire 80% ont lieu sur des petits bateaux, des petites unités de 40-50 cabines maximum. On en a aussi beaucoup sur des yachts, des voiliers. Et à chaque fois on propose un thème. Donc c'est souvent sur l'histoire, sur la nature, sur la musique. Et voilà, ça fait la force de nos voyages. On a eu la chance d'avoir une croissance très forte avant le Covid, puisqu'en 4 ans, on est passé d'environ 1 million de chiffre d'affaires à 17 millions juste avant le Covid. Bon, on va dire qu'on est revenu 4 ans en arrière avec le Covid. Mais bon, on reste assez positif là sur la reprise. Et puis c'est vrai que par ailleurs, j'ai d'autres activités puisque j'ai été élu en 2017 président des entreprises du voyage Île-de-France. Alors les entreprises du voyage, pour les auditeurs qui ne le savent pas, c'est le syndicat professionnel des acteurs du voyage, donc les agences, les groupistes, les tours opérateurs. Et donc moi, je préside
la région Île-de-France, qui représente à peu près 40% de la France. Et puis je suis aussi membre du Conseil national et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on a cette discussion. Je suis tout nouvellement responsable de la thématique tourisme durable. Je crois qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et puis j'ajoute que Voyage d'Exception est également membre de ATR, qui est Agir pour un tourisme responsable, qui est, on le sait, l'organisme qui rassemble les tours opérateurs qui agissent pour un tourisme responsable. Et dis-moi alors, c'est quoi le tourisme responsable? À tes yeux, ça représente quoi? Ça ressemble à quoi? Parce que aujourd'hui, quand on entend parler de tourisme responsable, on entend parler de tourisme durable, de tourisme vert, etc., etc. Et c'est pas évident pour le consommateur vraiment de comprendre ce que c'est. Ensuite, voilà, j'aimerais avoir ton point de vue, ta définition du tourisme responsable. Alors, tu as raison, hein, c'est un vaste sujet et il y a beaucoup de confusion, un peu de malentendus sur ce sujet. Moi, j'aime bien reprendre la définition de l'OMT, donc c'est l'Organisation mondiale du tourisme, qui dit que le tourisme responsable, c'est un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil. Donc ça, c'est un peu la définition globale de l'OMT. Donc ça englobe évidemment beaucoup de choses. Pour moi, la notion qui émerge dans le tourisme responsable, c'est la notion de respect. C'est un tourisme qui respecte les lieux que l'on visite, les écosystèmes, évidemment. C'est un tourisme qui respecte les habitants. Et donc on a beaucoup parlé évidemment de la thématique du surtourisme. Et puis c'est un tourisme qui respecte la planète. Et aujourd'hui, l'enjeu le plus important auquel le tourisme fait face, celui dont on parle le plus, et à juste titre, c'est évidemment la question du réchauffement climatique. Et on sait que le tourisme, on en reparlera sûrement, est une activité qui produit beaucoup de CO2. Alors, à l'échelle de toute la production humaine, ce n'est que 3%, mais c'est quand même 3%. Et aujourd'hui, voilà, on va dire qu'un tourisme responsable, c'est un tourisme qui s'oriente vers, sur cet aspect-là des choses, un tourisme qui zéro carbone. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, par rapport à la situation qu'on vit tous, à travers cette pandémie, qui nous affecte tous d'une manière directe ou indirecte, est-ce que c'est une opportunité justement d'accélérer la réflexion sur cette transition écologique dans le milieu du tourisme, dans le secteur du tourisme? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est compris par tous, aussi bien par les acteurs du tourisme? Et comment on en avance là-dessus? Alors je trouve que merci pour cette question. C'est intéressant de revenir un petit peu en arrière et de se souvenir de ce qu'on vivait finalement en 2018 et 2019. Puisque cette idée en fait que le tourisme est d'une certaine façon une activité polluante, c'est un peu ce qu'on dit aujourd'hui quand on dit que le tourisme produit du CO2. Finalement, c'est une idée qui est assez récente, qui a émergé au niveau médiatique en 2017, 2018. On se souvient du Flixam, donc c'est ce concept en fait qui est né, on le dit, dans les pays scandinaves, la honte de prendre l'avion. Mais j'ai envie de dire qu'avant ça, personne n'en parlait fondamentalement. Et d'ailleurs, ATR, on parlait d'ATR tout à l'heure, l'Association pour un tourisme responsable. Le réchauffement climatique n'était pas un sujet. On parlait effectivement, la préservation des écosystèmes, des liens économiques avec les populations. C'était ça les sujets dont on parlait. Donc, cette question vraiment du tourisme vu comme une activité qui n'est pas vertueuse d'un point de vue écologique, c'est quelque chose d'assez récent. Il y avait aussi, je m'en souviens, je l'ai vécu de près, le cruise bashing, donc beaucoup de médias, et notamment les gros bateaux à Venise. Je ne suis pas du tout en train de les défendre, je dis juste que c'est quelque chose qui a émergé récemment. Je me souviens aussi, juste avant le départ du Covid, il y avait tout un ensemble de polémiques sur le fait qu'il y avait trop de touristes chinois à Paris et que les bus, notamment les bus des touristes chinois, étaient un grave problème et les candidats à l'élection municipale de Paris voulaient tous les supprimer. Donc, voilà, c'est vrai que c'est un sujet qui a vraiment émergé juste avant le Covid. L'avantage du Covid, alors si je puis dire, c'est un peu horrible de le dire comme ça, mais on peut dire que le Covid a annihilé le tourisme international et
cela a permis finalement quand même de mettre en évidence finalement les avantages aussi du tourisme. On les avait un peu oubliés. C'est-à-dire que le tourisme, ce n'est pas que des bus à Paris, ce n'est pas que des gros bateaux qui empêchent d'avoir une jolie vue à Venise. C'est aussi des millions d'emplois dans le monde qui sont perdus aujourd'hui, hein, avec des gens qui meurent de faim dans certains pays. C'est aussi la prospérité de notre pays. Hein, et le tourisme représente, personne ne le savait finalement, 7 à 8% du PIB de la France. Donc, ce Covid, d'une certaine façon, il a permis aussi, en premier, je dirais, de remettre un peu de redonner un regard positif au tourisme. On se rend compte que le tourisme, c'est quand même quelque chose d'important, d'essentiel, avec des externalités négatives. On en a parlé et on en reparlera, je pense, tout à l'heure. Mais aussi, c'est quelque chose aussi qu'on doit essayer de préserver. C'est aussi probablement la paix entre les peuples. Moi, je crois beaucoup au fait que le tourisme permet, par la rencontre, encourage la paix. Et puis d'ailleurs, sur le sujet de l'écologie, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette conscience écologique que nous avons, elle vient du voyage, elle vient du tourisme. D'ailleurs, Nicolas Hulot, Yann Arthus Bertrand et toutes ces personnes qui ont vraiment, on va dire, portent cette cause, ils l'ont fait parce qu'ils ont voyagé. C'est en voyageant qu'ils se sont rendus compte que la planète était en danger. Donc, je dirais que la première chose, c'est quand même d'avoir un peu redonné d'une certaine façon certaines lettres de noblesse au tourisme, et ce qui n'enlève aucune obligation. Hein. Moi, je suis un fervent. Je considère que le tourisme doit faire sa transition écologique. Mais le premier point, c'est celui-là. Après, la question, je me souviens, pendant le premier confinement, on parlait beaucoup du tourisme d'après. Enfin, du monde d'après et puis du tourisme d'après. Alors, est-ce que, suite au Covid, va émerger un tourisme d'après qui serait 100% écologique, totalement responsable? J'en suis convaincu. Mais sur le long terme, pas brutalement. Moi, je crois pas. D'abord, je crois pas aux changements qui se font comme ça du jour au lendemain. Je crois aux tendances. Il y a des tendances de fond, et je pense qu'effectivement, finalement, cette crise va accentuer la tendance. Alors, au niveau des consommateurs, d'abord. Au sens où je crois vraiment que la conscience écologique des consommateurs va augmenter, hein, si je puis dire, après cette crise. Moi, j'ai le sentiment finalement que ce Covid, qui a mis fin de façon temporaire à nos modes de vie, et on peut plus aller au restaurant, etc. Quelque chose qui aurait paru inimaginable il y a quelques mois. On nous aurait dit, vous allez être parqués chez vous, personne l'aurait cru. C'est comme si c'était une façon de nous faire comprendre que nos modes de vie sont fragiles, et que si on continue à faire des bêtises, on sera peut-être parqué chez nous, mais pas que pour quelques mois, mais pour plus longtemps, et qu'il y aura beaucoup plus de contraintes que celles finalement du Covid qui, même si elles sont pénibles, on le pense et on le croit, restent temporaires. Donc je pense qu'effectivement, cette crise va clairement, mais pas de façon brutale, hein, pas du jour au lendemain, mais je le sens chez les consommateurs, chez les clients, accentuer la conscience écologique. C'est clair. Côté acteur, c'est un tout petit peu différent, au sens où, d'ailleurs on le voit dans l'aérien, je lisais un article très récemment qui expliquait qu'en fait, d'une certaine façon, la crise du Covid allait ralentir les investissements des compagnies aériennes dans tout ce qui est compensation carbone, nouvelles technologies, tout simplement parce que ces entreprises luttent pour leur survie, et quand on lutte pour sa survie, c'est difficile, on peut le comprendre, d'investir dans l'avenir. Donc, je pense qu'il y a à très court terme, je pense pas qu'on va voir, il risque d'avoir un petit frein au niveau des investissements des entreprises. Mais à moyen terme, et le moyen terme, ça peut venir rapidement, je pense que les entreprises sont conscientes de l'évolution des choix des consommateurs, et donc vont investir. J'espère qu'on pourra aborder ce sujet ensuite. Mais donc je dirais que niveau entreprise, ça risque d'être un peu ralenti au début, mais ça finira forcément par s'accélérer. Après, le dernier point, c'est au niveau politique. Et au niveau politique, moi j'ai la conviction, effectivement, avec le retour des États-Unis dans les accords de Paris, avec aussi sur la France l'élection présidentielle qui arrive. Et moi je pense vraiment que le sujet du réchauffement climatique, je l'espère en tout cas, va être vraiment un des sujets de campagne. Je pense que clairement il va y avoir une pression politique qui va s'accentuer et qui va faire que les choses vont devoir changer. Donc
Mon sentiment, c'est que, on va dire, voilà, moi je m'attends à un retour des voyages internationaux, on va dire, pour la deuxième partie de l'année. Je pense pas qu'on va voir d'un coup les gens se ruer sur le tourisme responsable, sur les voyages écologiques. Ils auront peut-être envie d'abord on va dire, on parle de revenge tourisme. Ils auront peut-être envie de se libérer la tête, de partir dans les clubs et tout. Mais clairement, dans un horizon de 2-3 ans, ou peut-être même moins, c'est une tendance de fond qui est inéluctable. C'est assez intéressant ce que tu dis. Je pense, oui, qu'il y a, c'est pas limité au tourisme, c'est que le consommateur en général a pris conscience, a une conscience écologique qui est beaucoup plus développée et beaucoup plus affinée. Moi, ce que j'ai peur, c'est que quand on va rouvrir, on va avoir envie de consommer. Et donc, on va avoir envie de beaucoup de choses, de récupérer un peu de ces manques qu'on a accumulés au fil du temps. Moi, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de préserver un certain équilibre. Personne n'est parfait. Je crois que si on peut bouger chacun à notre manière vers justement un tourisme beaucoup plus responsable, où on s'engage beaucoup plus avec les circuits courts, etc., ça serait super. Mais je te rejoins dans le sens où l'évolution, elle va pas se faire comme ça du jour au lendemain, juste ça y est, c'est fait. Parce qu'il y a de l'éducation à faire, il y a de la formation à avoir, et de la formation, c'est à tous les niveaux, hein. C'est comment on vend du tourisme durable. Ensuite, il y a une formation et une compréhension à avoir sur c'est quoi le tourisme responsable, parce que le consommateur, il est un peu paumé, hein. Je veux dire, c'est comme l'histoire du bio. C'est quoi qui est bio? Est-ce que c'est systématiquement plus cher? On s'y reconnaît plus vraiment. Est-ce que le tourisme responsable doit être un tourisme niche et non un tourisme justement qui dans sa globalité, donc on parle plus de responsabilité, c'est quelque chose qui devient naturel, et ça évidemment ça prend du temps. Mais justement, comment les acteurs du voyage appréhendent cette évolution? Est-ce il y en a qui sont réticents? Moi, je vois, je suis au sein de l'association Respire, et j'ai la chance d'être dans le groupe du tourisme durable, et je discute avec des agents de voyage, et ils me disent, nous, on en a envie, mais le problème, c'est qu'il y a la problématique, c'est que les gros porteurs, tour opérateurs, style Selectour, etc., ont peut-être un discours qui est différent de ce que veulent vendre les gens sur le terrain. Et c'est comment rééquilibrer ça, justement, comment appréhender cette évolution où on embarque tous, chacun à notre rythme, justement vers un tourisme qui est beaucoup plus responsable, beaucoup plus engagé dans la transition écologique. Alors moi, j'ai rencontré aussi beaucoup de gens, j'en rencontre beaucoup dans le métier de par mes fonctions aux entreprises du voyage, et c'est... je dirais qu'aujourd'hui, quand on regarde le paysage des entreprises du voyage, on a d'un côté des entreprises très engagées, notamment dans le haut de gamme et on va dire dans le voyage d'aventure, le voyage naturaliste. Bon, tout le monde pense évidemment à un voyageur du monde, mais c'est pas les seuls à avoir une démarche et un engagement environnemental. Alors, d'ailleurs, ces acteurs-là sont regroupés au sein de l'association ATR, hein, j'en ai déjà dit quelques mots tout à l'heure. On va dire que eux, c'est un peu les premiers de la classe. Et puis de l'autre, on a aussi beaucoup d'entreprises, notamment tu as fait référence à un grand réseau, qui sont plus dans une forme de déni. Moi, c'est vrai que j'ai quand même entendu des grands patrons parler de mode quand on évoquait le thème de tourisme responsable. Après, si on interroge vraiment les professionnels, pour moi, il y a plusieurs attitudes. Et d'ailleurs, c'est à ces attitudes-là qu'au niveau des entreprises du voyage, on souhaite répondre. La première chose, c'est la méconnaissance. Tu l'as dit toi-même, c'est un sujet extrêmement compliqué. Les journalistes, les médias mélangent souvent des concepts qui n'ont rien à voir, comparent la pollution que peut émettre un bateau avec 1000 personnes à bord avec un bateau où il y a 10 personnes à bord, ce qui n'a aucun sens. Donc fondamentalement, la première chose, c'est une méconnaissance du sujet. Et c'est vrai que moi, une de mes ambitions par rapport aux entreprises du voyage, c'est d'apporter de la clarté. Encore une fois, il s'agit ni d'être dans le déni, ni d'être dans l'autoflagellation, mais expliquer les choses, ce qui permet, quand on les comprend, de dire « Ah bah oui, là il y a un souci » ou « Là, on peut être fier de nous » ou d'être capable aussi de répondre aux attaques. Parce que, encore une fois, c'est aussi important de défendre la légitimité du tourisme. Donc la méconnaissance, c'est la première chose. La deuxième,
que j'observe clairement, c'est des craintes. Hein. Et le tourisme responsable, quand il se traduit, on va dire, de façon concrète, quand on l'entend dans la bouche des personnes qui nous dirigent, eh ben, ça se traduit par des nouvelles taxes, alors, sur les billets d'avion, par exemple, ou des interdictions. Là, récemment, au Parlement était votée la loi climat. Voilà, il y avait certains députés qui suggéraient qu'on puisse interdire la communication sur les voyages long courriers. Donc, on peut comprendre que les agents de voyage puissent avoir peur quand ils entendent ça. Donc, c'est pas très engageant de se dire qu'on va plus pouvoir faire notre métier, tout simplement. Donc ça, c'est la deuxième. Voilà, c'est le tourisme durable vu comme un risque, fondamentalement pour notre profession. Et puis, de plus en plus, quand même, on voit apparaître le tourisme durable comme finalement apporteur de sens, comme une opportunité, comme quelque chose qui pourrait finalement redéfinir le rôle que nous, les intermédiaires du voyage, nous, les agents de voyage, les tour opérateurs, avons. Et d'ailleurs, quand on regarde en fait les dernières immatriculations, puisque en France, pour vendre un voyage, il faut être immatriculé par Atout France. Alors, elles sont en sommeil, malheureusement, depuis quelques mois à cause de la crise, mais quand on regarde toutes les nouvelles entreprises qui ont été créées juste avant la crise, on constate que quasiment toutes ces entreprises ont, d'une certaine façon, un prisme environnemental. Et c'est tout particulièrement sensible chez les jeunes entrepreneurs. C'est-à-dire que l'avenir de notre métier, c'est-à-dire tous les jeunes qui rentrent dans notre métier, qui créent leur agence de voyage, 9 fois sur 10, il y a un angle. Soit par le type de voyage, soit par la façon dont ils veulent compenser les émissions. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est assez marquant. Donc je dirais, voilà, aujourd'hui, voilà un peu la façon dont les professionnels voient le tourisme durable entre méconnaissance, crainte et opportunité. Donc est-ce que tu penses qu'il y a justement une opportunité de revoir cette image, de redonner du sens au tourisme et justement en changeant son image, mais pas en faisant du greenwashing, mais vraiment en changeant son image, en redonnant du sens, car tu l'as dit, je veux dire, les Nicolas Hulot, ils ont voyagé le monde, moi j'ai voyagé le monde aussi, et c'est grâce à mes voyages que j'ai pu ouvrir mes esprits et revenir avec des idées, une certaine agilité, une certaine compréhension de différentes cultures, etc. Et la question que je me pose, c'est comment on peut justement revaloriser cette image sans être, sans mettre les gens systématiquement dans des cases. Peut-être avant de répondre à la question, je voudrais peut-être bien poser le problème. Parce que fondamentalement, l'enjeu, c'est d'arriver à l'objectif de neutralité carbone en 2050. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le tourisme, en 2050, ne produit aucun CO2. Aucun CO2. Donc aujourd'hui, faut savoir que l'humanité produit environ 50 milliards de tonnes de CO2 par an. Alors dans la fabrication des matériaux, dans l'électricité, dans l'agriculture, les transports, ça représente à peu près 15%. Et dans ces 15%, le transport aérien représente à peu près 15% de ces 15%. Donc au final, ça fait à peu près 3%. Donc c'est ça l'enjeu essentiel. Il n'y a pas que ça. On pourrait dire aussi qu'un voyageur, quand il prend le bateau, consomme un peu de CO2, mais en réalité, c'est quand même très, très faible par rapport au nombre de personnes. À destination aussi, il produit un peu de CO2, mais d'une certaine façon, c'est du CO2 qu'il aurait aussi produit s'il était resté chez lui. Donc l'enjeu fondamentalement, si on veut vraiment résumer, sur cet aspect de réchauffement climatique, c'est comment on arrive à avoir un transport aérien qui ne produit plus de CO2. Et alors, je ne vais pas rentrer dans toutes les technologies qui peuvent exister et la science, mais en gros, il y a plusieurs moyens. Soit on réduit à zéro. Si on veut arriver à zéro, on réduit à zéro le transport aérien. Mais ça veut dire, on l'a dit, ça veut dire c'est la mort du tourisme et avec des conséquences qui seraient quelque part bien supérieures à celles du réchauffement climatique en pauvreté, en emploi et tout. Soit on considère que le tourisme doit continuer à exister, mais on réfléchit à améliorer les choses. Alors d'abord en réduisant le transport aérien quand on peut. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le cas par exemple pour ma société, on peut dans certains cas proposer le train par rapport à l'avion, donc qui consomme évidemment de CO2. Soit aussi
Il y a beaucoup de choses qui sont possibles sur une meilleure utilisation des avions. On sait aujourd'hui les avions qui sont de nouvelle génération consomment beaucoup moins. On peut, en réduisant tout ce qui est stopover et compagnie. Donc il y a beaucoup de choses, mais la principale chose, c'est évidemment la révolution technologique. Et j'arrive au fait, c'est-à-dire que concrètement, il faut pouvoir investir des milliards et des milliards dans cette révolution technologique pour pouvoir proposer des avions sans CO2. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs technologies. Il y a les avions à hydrogène, bien sûr, et puis il y a les biocarburants. Mais contrairement, c'est des technologies qui ne sont pas abouties et qui demandent des investissements colossaux. Donc si je reviens au départ, la vraie question c'est comment on trouve cet argent. Et donc fondamentalement, il paraît normal de se dire que les voyageurs d'aujourd'hui, il faut savoir que c'est 1 à 2% de l'humanité qui fait des voyages internationaux. C'est pas tous les citoyens du monde doivent d'une certaine façon contribuer à ça. Donc moi mon sentiment c'est qu'il faut trouver un système de contribution ou de taxe, je sais que le mot n'est pas le bon, qui fasse que quand quelqu'un fait un voyage, eh ben il contribue à cette transition écologique. Alors le seul problème c'est que jusqu'à présent il a toujours été envisagé des taxes nationales. Par exemple, il y avait une taxe sur les billets d'avion sur la France qui était envisagée. Mais si on fait ça, la seule chose qui se passe, c'est qu'on affaiblit les acteurs nationaux, comme Air France par exemple, aux dépens de d'autres acteurs des autres pays qui, eux, n'ont pas forcément les mêmes scrupules ou qui peuvent avoir des avions plus anciens. Donc, ça résout rien. Donc, fondamentalement, la seule solution globale, je parle pas du rôle des agents de voyage et je vais y revenir, mais c'est de trouver un système international qui fasse que les voyageurs internationaux financent la révolution technologique. Et pour moi, c'est la seule solution. Lionel, le financement, c'est une chose, mais il y a aussi la notion de temps. C'est-à-dire que si on a une date butoir de 2050 et qu'aujourd'hui, je crois qu'on doit diviser notre émission nationale par 5 d'ici 2050, pendant ce temps-là, il y a quand même la pendule qui tourne. Oui, bien sûr. Donc, est-ce que le financement est une chose, mais est-ce qu'on va y arriver? Et de quelle manière? Est-ce que il y a autre chose qui rentre en jeu? Encore une fois, il n'y a pas que l'aérien. Qui ne représente que 3%. Il y a aussi toutes les autres technologies. Mais pour moi, ce n'est qu'une question d'argent et de volonté politique. On l'a bien vu d'ailleurs, si je prends l'exemple du vaccin, il y avait une volonté politique, je pense qu'on n'a jamais connue depuis l'après-guerre pour pouvoir les développer rapidement. L'argent est arrivé et on a fait en 1 an ce qui d'habitude prenait 10 ans. Donc si aujourd'hui il y a une volonté politique internationale de trouver un substitut au transport aérien carboné, on y arrivera. Mais ça demande des centaines et des centaines et des centaines, pour pas dire des milliers, de milliards d'euros d'investissement. Donc il faut bien aller trouver l'argent quelque part. Après, aujourd'hui, Airbus a annoncé qu'il pourrait y avoir un avion à hydrogène pour 2035. Si les mesures sont prises, on peut y arriver. Il ne s'agit pas de baisser de 20%, il s'agit d'arriver à 0 en 2050. L'objectif de baisse dont tu parles, c'est plus sur 2030. Parce que, quand tu parles de l'orge qui tourne, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut bien qu'on arrête ce réchauffement climatique. Et la seule façon que le réchauffement climatique cesse, c'est qu'on cesse de produire du carbone. On pourrait en parler pendant des heures. On peut aussi développer des technologies de captation de carbone. Il y a des choses qui existent. On peut aussi planter des forêts. Ça résout pas tout, mais en tout cas, fondamentalement, et je pense qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Le sujet pour moi, c'est vraiment la transition technologique de l'aérien. Donc la question, c'est quel rôle peuvent jouer les agents de voyage là-dedans. Et c'est vrai que fondamentalement, nous sommes les intermédiaires du tourisme. C'est-à-dire que nous sommes ce qui... Quand tu dis nous, c'est le syndicat, c'est ça? Quand tu dis nous, c'est le syndicat que tu représentes. Je parle des agences de voyage et les tours opérateurs. Alors moi, je parle au nom les agences de voyage, des tours opérateurs. Voilà. Je parle pas au nom des compagnies aériennes ou des hôteliers, etc. Nous, on est les intermédiaires. Mais on est beaucoup moins nombreux, on pèse beaucoup moins lourd que toutes ces industries, bien sûr. Et comme on est intermédiaire, je crois que notre rôle peut justement être très important et massif. Puisque finalement, c'est nous qui sommes en contact avec les clients. Si demain, les agents de voyage ont comme, j'ai envie de dire, ambition de convaincre leurs clients de choisir tel voyage plutôt que tel autre,
de compenser leur voyage. C'est-à-dire le fait qu'on soit en contact avec les voyageurs nous donne un rôle en termes de conseil et en termes de prescription qui est majeur. Je discutais hier par exemple avec une grosse plateforme française qui vend des billets d'avion en France, un des plus gros acteurs, je ne vais pas citer son nom, mais un gros acteur. Voilà, si demain, ils le font pas aujourd'hui, et si demain ils mettent en avant dans le choix des compagnies, on va dire la dimension vertueuse de la compagnie. En France, par exemple, aujourd'hui, vous voulez faire Paris-Nice, vous pouvez prendre Air France, vous pouvez prendre EasyJet, si je prends un exemple. Bon, Air France a fait le choix de compenser, on peut discuter des sommes et tout, mais ils ont fait le choix de compenser 100% du CO2 émis. EasyJet, non. Si demain, cet acteur met en avance de façon forte cette dimension-là, on voit bien que ça peut avoir un impact. Ça peut avoir un impact auprès du consommateur qui va se dire, finalement, pour quelques euros de plus, je vais choisir Air France plutôt que EasyJet. Hein. C'est un exemple, j'ai rien contre EasyJet et j'aime beaucoup cette compagnie aussi. Et ça peut avoir un impact aussi auprès des compagnies aériennes, puisque d'une certaine façon, par exemple, les agences de voyage, alors il y a évidemment le loisir, mais il y a aussi le voyage d'affaires, etc. On représente plus de 30% des ventes d'une compagnie aérienne comme Air France. 30%. Si demain, les grands acteurs que nous sommes disent, nous, on va favoriser les compagnies aériennes qui sont vertueuses par rapport à d'autres, on va favoriser les one-to-one plutôt que les voyages avec escale. Enfin, il y a plein de choses possibles. On voit bien que ça peut aussi influencer les politiques des compagnies aériennes. Et ça, c'est vrai pour les compagnies aériennes, mais c'est vrai aussi pour les compagnies de croisière, c'est vrai aussi pour les hôtels. Donc, c'est ça que je crois, moi. C'est que je pense que finalement, même si finalement dans la chaîne du voyage, on est un tout petit maillon, c'est 30 000 emplois en France, c'est pas... Voilà, les restaurateurs, ils sont 600 000, donc on est un petit secteur d'activité. Je pense que nous pouvons vraiment faire partie... on peut d'une certaine façon devenir les agents, si je puis dire, de la transition écologique du tourisme. Et c'est une façon de dire de ne pas être finalement le problème, mais d'être plutôt la solution. Alors j'aime beaucoup ton idée, ça me plaît beaucoup, mais pour cela, il faut déjà convaincre tout le monde autour de la table, et ensuite il y a un besoin de formation. Bien sûr. Et est-ce que là, il y a quelque chose qui est envisagé justement à ce niveau-là, parce que pas n'importe qui peut vendre du tourisme durable aujourd'hui ou du tourisme responsable ou comme on veut l'appeler. Donc il y a aussi une sensibilité à inculquer au niveau des différents acteurs dans cette chaîne de valeur. Comment tu vois ça, toi ? Oui, c'est le sujet de la formation, il est important. Je le disais tout à l'heure, la première des choses, c'est de connaître le sujet. Et d'autant que c'est un sujet qui parfois manque de clarté. Et d'ailleurs, je m'en excuse si ce que je dis n'est pas clair ou un peu confus parfois. Mais clairement, il y a un sujet de la formation. Et donc, nous, au niveau des entreprises du voyage, on y travaille justement pour faire en sorte que tous les agents de voyage puissent avoir une formation de 1 journée et de 2 journées où on leur explique déjà tous les enjeux qui sont en question, les solutions, les problématiques. Donc il y a ATR typiquement alors, au sein des EDV, on a un organisme qui s'appelle Travel Pro. Donc on propose par exemple une formation de 2 jours en partenariat avec ATR là-dessus, mais il y a aussi d'autres choses qui existent. C'est clair que j'en discutais justement avec Marie Alantaz, dans les écoles aussi, dans les écoles, les BTS et les écoles de 3e cycle comme l'ESCAET, le sujet de l'environnement est un sujet qui doit devenir important. Il faut demain qu'un agent de voyage soit capable vraiment d'expliquer à son client pourquoi il vaut mieux qu'il choisisse tel voyage plutôt que tel autre, lui faire des propositions pour qu'il puisse, on va dire, compenser les émissions. Voilà, il doit être capable de ça. Aujourd'hui, il n'en est pas capable. Enfin, si, certains le sont, mais pas tous. Et demain, ils le seront. Oui, parce que tu m'as envoyé l'autre fois un petit clip avec des baleines à bosse en Antarctique et j'étais jaloux parce que moi, c'est mon bébé, les baleines à bosse, mais toi ? Ouais, j'ai beaucoup de bons souvenirs. Celui dont tu parles en est un excellent. Donc, j'ai eu la chance, il y a
juste avant le début du Covid, de faire une croisière sur un tout petit bateau en Antarctique et d'avoir pu faire une sortie en kayak et d'avoir rencontré en fait des baleines qu'on a suivies pendant plus d'1 heure et qui vraiment plongeaient juste en dessous des kayaks. Donc ça, c'était quand même un moment absolument incroyable. Après, j'ai beaucoup de bons souvenirs. Je me rappelle, il y a 2 ans, avec les entreprises du voyage d'ailleurs, j'avais organisé une convention en Ouzbékistan. Et voilà, on a été accueillis. J'ai jamais été accueilli par quiconque de cette façon-là, par les habitants de l'Ouzbékistan. D'ailleurs, on était une centaine à peu près sur ce voyage, une centaine d'agents de voyage. Et je crois qu'on en a tous gardé un souvenir vraiment incroyable d'un pays avec une culture extraordinaire, la ville de Samarcande, de Bukhara, et puis des gens, un islam très modéré, moderne. Enfin, voilà, un pays qui, moi, m'a vraiment beaucoup plu. Après, plus près de chez nous, moi, j'ai un vrai coup de cœur pour l'Islande. C'est un pays que j'adore. Aussi grand que le Portugal, mais avec 50 fois moins d'habitants. Là, on a vu, j'ai presque envie de dire qu'à chaque coin de rue, on peut trouver une éruption. On peut trouver des choses incroyables, comme des sources d'eau chaude, des lacs, des volcans. Enfin, c'est un pays fantastique et magnifique. Lionel, je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps de partager ton point de vue par rapport au tourisme et à ce qu'on vit aujourd'hui. C'était très enrichissant. J'espère qu'on aura l'opportunité d'ici 1 an de reparler et de voir comment les choses ont évolué ensemble. Et j'espère que ça va évoluer vers le bon sens, vers le sens que tous les deux on souhaite. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci François. À bientôt. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.